Dans un premier temps, c'est pour dire le bien fondé de telles activités. Une faculté, une université vit aussi grâce au moment d'échange et de partage. Et c'est des discours qui sont à la fois scientifiques et patriotiques. Patriotique parce que aussi cette conférence se tient à un moment crucial de notre pays où nous sommes adressés, où il y a une guerre à l'est de la République. Et donc il y a aussi un moment où on a besoin d'un discours qui peut être un discours pour vous rappeler, surtout à vous les étudiants, les moments de nos souffrances et l'engagement de la République. Quelles sont les souffrances que nous avons? Et le bon Papanzin a raison. Il vous a parlé de l'histoire de la colonisation et de l'esclavagisme. Nos ancêtres ont été des esclaves. On les a traités comme des bétails, comme des choses. Ils ont été chosifiés. Et quand on dit que nos ancêtres ont été chosifiés, ce n'est pas en une année, 2 ans, 3 ans, non. Nous avons été chosifiés durant des siècles. Le prof Mapanzin est parti autour des années 1400. Mais vous pouvez lire la Bible pour rentrer pratiquement aussi au 1er siècle. Nos ancêtres, nous étions la puissance de puissance dans ce monde. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, l'Égypte dont on parle, c'est l'Afrique. Les Israélites étaient en esclavagisme chez nous. Nous avons eu une civilisation la plus puissante. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une civilisation qui atteint le niveau de technologie que nos ancêtres préhistoriques avaient connu. En pharmacie, vous pouvez aller voir les corps qui sont dans les pyramides en Égypte. Tous ces pharaons étaient des noirs comme vous et moi. Et jusqu'aujourd'hui, le corps de Toutankhamon est là. Alors que des formules qui sont fabriquées dans la pharmacie aujourd'hui n'arrivent pas à conserver les corps durant des millénaires. Ensuite, nous avons perdu, malheureusement. Pourquoi nous avons perdu? C'est parce que depuis longtemps, nos ancêtres n'ont pas été suffisamment jaloux. Et mes chers amis, je vous invite à être suffisamment jaloux. Le patriotisme est basé sur la jalousie. Vous devez être jaloux de votre héritage, jaloux de votre pays, jaloux de ce que vos ancêtres vous ont laissé. Et si vous n'êtes pas jaloux, alors vous perdrez votre patrie. J'allais parler aujourd'hui des bienfaits de la haine. Mais je me pose la question, s'il le fallait, j'aurais voulu que le chef de département soit là. Alors, ensuite, nous sommes entrés dans la colonisation, dans l'esclavagisme. On est venu par nos ancêtres. Je vous assure que dans l'histoire de l'humanité, il y a des populations, des peuples, des humains qui ont disparu. Il y a des humains qui ont disparu. Et il n'est pas exclu qu'un jour, nous puissions aussi disparaître. Et ce serait dommage si nous pouvions aller vers la disparition. Les peuples disparaissent. Les races disparaissent. Les États peuvent aussi disparaître. Et la volonté du monde, surtout occidental, était notre disparition. On a vidé l'Afrique des meilleurs de sa substance humaine. La plupart de nous qui sommes là, si nous n'étions pas partis, peut-être c'est parce que nos ancêtres étaient malades. Ils étaient fatigués. Tout ce que vous voyez là comme noirs américains, on est venu prendre la main-d'œuvre la plus forte, de qualité, chez nous pour aller travailler dans les plantations et faire la force des autres. Donc on n'a pas pillé que les ressources humaines. On a aussi pillé les matériels de l'Afrique. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que l'esclavagisme n'était pas rentable, ils ont décidé de venir nous coloniser chez nous. On a appelé ça alors la colonisation. Un esclave, c'est quelqu'un qu'on prend chez lui, on l'amène ailleurs pour aller le maltraiter. Un colonisé, c'est quelqu'un qu'on vient maltraiter chez lui. Et ça, c'est à partir de 1885, le prof Mapanzin l'a dit, jusqu'à ce jour. En 1960, on a eu ce qu'on appelle l'indépendance, mais jusqu'à aujourd'hui, notre combat, ça doit être le combat contre la néocolonisation, c'est-à-dire contre la nouvelle forme de la colonisation
que l'on appelle abusivement indépendance. Je suis convaincu que les souffrances doivent créer des hommes forts. Les temps difficiles doivent faire que nous soyons forts. Et les hommes forts doivent créer un jour les temps faciles. Et voilà pourquoi il est important de vous parler de nos souffrances, de nos malheurs, dans l'objectif de susciter en vous la résilience. Le prof Mapanzi a bien fait de parler de Léopold II. Celui qui ne connaît pas Léopold II ne connaît pas le Congo. Et il ne comprendra pas l'état de la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Léopold II, c'est à la conférence de Berlin qu'il est porté. Mais avant la conférence de Berlin, l'homme était déjà à la recherche d'une colonie. Et il a tenté à beaucoup d'endroits de se faire une colonie. Même en Chine, il a essayé de coloniser la Chine. Même l'Égypte, il a essayé. Mais qui est Léopold II? Et qu'est-ce qui se passe à la conférence de Berlin? Il y a une notion qu'on vous a enseignée aux humanités en vous disant que l'EIC était une propriété privée du roi Léopold II. Je ne crois pas à cette histoire. L'EIC est créé comme une entreprise multinationale, comme une colonie internationale. Pour preuve, Léopold II qu'on place à la tête de l'EIC, c'est un citoyen du monde. Son père, c'est un Allemand qui s'est naturalisé anglais, qui a épousé la princesse française qu'on appelle Louise d'Orléans. Donc c'est à la fois un Anglais, un Allemand, un Français. C'est comme ça que toutes les 14 puissances qui sont à Berlin décident de placer ce monsieur comme administrateur de l'entreprise multinationale. Et d'ailleurs, on va lui donner 4 conditions majeures. Vous pouvez lire l'acte de Berlin qui est en ligne. Il y a beaucoup de conditions, mais 4 sont majeures et continuent à hanter votre pays jusqu'aujourd'hui. Première condition, on dit à Léopold II, cette entreprise-là doit s'appeler EIC, c'est-à-dire État indépendant du Congo. Ce qui m'intéresse, c'est le mot indépendant. Quel est le sens de l'indépendance de 1885 par rapport à l'indépendance de 1960? En 1885, on a créé ici un État déjà indépendant. Ce pays est né indépendant. Cela veut dire quoi? L'EIC ne devrait dépendre d'aucune puissance et d'aucune personne, même pas de Léopold II. C'était donc une femme de tout le monde. Le monde entier pouvait venir faire tout ce qu'il fallait ici. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des puissances au monde qui se battent pour que l'EIC demeure une entreprise multinationale. C'est le sens de toutes les guerres que vous êtes en train de vivre. Les gens viennent parce qu'ils pensent qu'ils ont les droits. Deuxième condition qu'on donne à Léopold II, c'est liberté de commerce et d'exploitation. Le monde entier est libre de venir faire le business chez vous. Quel est cet État qui est créé avec ses frontières, mais tout le monde a le droit de venir ici? C'est comme si tu épouses une femme, on te dit c'est ta femme, mais nous tous nous avons le droit de la déshabiller. Ce n'est plus ta femme. Donc on décide, sans nous, nos ancêtres n'étaient pas là, que ça sera une liberté de commerce. Troisièmement, on lui dit absence de droits de douane et d'impôts. Il ne faut pas faire payer les douanes et l'impôt aux gens. C'est une des causes pour laquelle le président Joseph Kabila a été combattu ici. Parce qu'il a demandé que le code minier, en 2018, augmente les impôts. On a mis en place la machine occidentale de France 24 et RFI, tous les médias. Matin, midi, soir, en train de diaboliser Joseph. Au finish, tout le monde a haï le président de la République sans savoir pourquoi on l'a détesté. Et puis, on va lui dire occupation effective. Ces conditions-là, je vais vous les montrer, vont accompagner Lumumba et Kassavubu
vont accompagner le président Mobutu. Le président Laurent-Désiré Kabila va y laisser la vie. Le président Joseph Kabila partira et un jour il s'est posé la question, je me demande d'où vient la haine que me portent des millions de Congolais. Et aujourd'hui, cette machine est mise en branle contre le président Félix Tshisekedi. Je peux vous assurer, quel que soit le Congolais qui sera à la tête de la RDC, il fera face à cette machine-là. Ce n'est pas une guerre contre Kabila Joseph, contre Laurent Désiré Kabila, contre Lumumba ou contre Félix Tshisekedi. C'est une guerre contre nous. Et pas parce que, à cause de ce que nous avons, mais aussi à cause de ce que nous sommes. On nous attaque pour ce que nous sommes et on nous attaque pour ce que nous avons. On veut que nous puissions disparaître un jour. Alors, regardez Léopold II, il va décider un matin d'instaurer l'impôt. Il dit pour entretenir la route, il a besoin d'un peu d'argent. On l'a diabolisé au point que quand Léopold II est mort, les Belges ont tourné les dos au cortège funèbre en disant qu'on ne veut pas voir les corps de celui qui avait maltraité les gens en Afrique. Et pourtant, c'est Léopold II qui a construit la Belgique avec notre argent. Léopold II est enterré par moins de 10 personnes. La même chose, le président Mobutu sera enterré par moins de 10 personnes. Plus pire, le président Joseph Kasavubu, personne ne sait même où on l'a enterré. On ne va même pas regarder là où on est allé le jeter dans son royaume. Il est mort dans l'oubli. Vous comprenez comment tous nos chefs d'État perdent leur vie dans l'anonymat et dans le fait que l'histoire même essaie de les oublier parce qu'une machine étrangère nous conduit à les diaboliser. Je regretterai toute ma vie la séparation du FCC-Caché. Parce que ça a été une occasion en or de déconstruire l'histoire de Léopold II chez nous. Hélas, il y en a qui y ont travaillé. Et quand le président Joseph Kabila quitte le pouvoir, il est détesté par la majorité des Congolais. Regardez dans quelle trajectoire les réseaux sociaux, le monde est en train de vous conduire par rapport au président Félix Tshisekedi. Mais je vous répète, ce n'est pas la guerre contre eux, c'est la guerre contre vous et vous-même. Voilà, autour de ces éléments-là, qu'est-ce qui fait alors que nous soyons toujours vivants? Parce que les Congolais soient toujours vivants, c'est un miracle. Il y a eu une machine qui tenait à notre disparition. Si nous sommes encore vivants, les pauvres Mapanzé vous a parlé de Lumumba, de Kimbangu, de toutes les guerres que nous avons eues. Moi, je voudrais revenir sur ce que le père de la nation. Parce qu'à côté de ceux qui sont manipulés, il y a eu une minorité de Congolais qui ont combattu. Maman Kimpavita. Et plusieurs femmes qui ont beaucoup donné, qui sont ignorées. Papa Simon Kimbangu, le père de notre indépendance. Patrice Emery Lumumba et les autres, y compris le président Kasavubu. Je prends tous les combats, je les résume dans 6 prières qui sont dans l'hymne national. Je vous ai parlé de ce petit bouquin. Tout ce que j'ai dit ici, nous l'avons mis là-bas. Et ce manuel, nous ne le vendons pas. Parce que nous le produisons à 5 $ et nous le distribuons à 5 $. Non. Mes collaborateurs sont là, ceux qui veulent doivent l'avoir. Quand vous achetez ça à 5 $, ces 5 $, on imprime. C'est un problème, on sait que les gens. Première prière, c'est dans l'hymne national. Notre hymne national, on l'appelle Debout Congolais. Le père de la nation nous demande d'être debout. Ce n'est pas n'importe quelle phrase. D'abord, regardez ce vers, il est formulé à l'impératif. Ce n'est pas qu'on est en train de vous supplier d'être debout. C'est les parents qui ordonnent les enfants, il dit, soyez debout. Debout, ça veut dire quoi? C'est la posture de combat. C'est la posture de défense. Un citoyen debout, c'est un citoyen vigilant. Il regarde.
C'est un citoyen qui est prêt à se battre. Même dans la voie de l'homogénéisation, quand l'homme a évolué, être debout, c'était le premier pas vers le développement. L'enfant se quatre pattes, il est en train de ramper. Et à un moment donné, quand l'enfant commence à être autonome, c'est un enfant qui est debout. Je l'ai dit, quelque part, au niveau de l'école de guerre de Kinshasa, que nous devons éviter de former nos militaires aux techniques de ramper. Ils sont en train de ramper. Non, nos pères ne nous ont jamais demandé de ramper. Nos pères nous ont demandé d'être debout. Et donc, c'est un élément. Deuxième élément qui est dans l'hymne national, qui résume le combat de nos pères, unis par le sort, unis dans l'effort. Unis par le sort. Attention, le sort dont on parle ici, ce n'est ni le hasard, ni synonyme du destin. Ce n'est pas une affaire du hasard, ce n'est pas aussi une affaire de destin. Non, c'est un sort que nous sommes unis dans le travail, dans l'effort. Unité nationale. La République doit être une équipe. Je regrette qu'en 60 ans, nous n'avons pas encore réussi à former une nation. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on doit enlever dans nos cartes d'identité cette affaire où vous êtes les originaires des endroits où vos grands-parents ont vécu. Quand on demande à un Kinois, tu es originaire d'où? Il dit, je suis originaire de Baraka. On lui dit, Baraka, c'est où? Il dit, c'est à l'est du pays. Est, c'est où? C'est quelle province? Il ne sait pas. Mais vous êtes des Kinois. Tu n'es pas de Baraka. Là, le citoyen congolais ne doit plus être originaire d'un endroit où il n'ira pas. Le citoyen congolais doit être originaire de là où il est né, là où il a grandi, là où il aime vivre. Il n'y a plus cette histoire de Congo, Bangala, Baluba, Baswahili. Nous devons être une unité. Mais là, pour y arriver, il faut y travailler. Ça ne se fait pas au hasard. L'État doit construire tout cela. C'est pourquoi nous nous battons depuis longtemps pour qu'on puisse créer un document national de cohésion des peuples. Ça doit être dans une politique publique où on dit voilà les éléments constitutifs de notre unité nationale. Mais nous sommes aussi unis par le sort. Nous allons vivre ensemble ou nous allons mourir ensemble. Le jour où une bombe tombe ici, ça ne va pas choisir les Bangala, les Bamongo, les Baswahili. Ça nous choisira nous tous qui vivons ici. Troisième recommandation de nos pères. Ils ont dit dressez vos fronts longtemps courbés. Ça nous appelle la fierté nationale. M. Laurent Désiré Kabila, c'est un chef d'État qui n'avait pas peur de travailler dans un bureau ouvert parce qu'il a besoin du vent naturel. Il mangeait son foufou. Je me souviens, M. Laurent Désiré Kabila voyage en France avec Hérodia. Et puis c'est les profs là, il s'appelle comment l'historien? Non, pas Naïwed, pas professeur. Non, quelqu'un qui s'appelle Dr Mukwege. Didier Moumengi raconte l'histoire. Ils arrivent en France, le chef cuisinier vient demander qu'est-ce que le chef de l'État va manger. Le chef de l'État, on vient lui présenter le menu. Nous appelle Hérode, il lui dit mon cher, est-ce que nous vraiment nous allons manger ces histoires des Blancs? Tu as une nièce ici qui nous fasse le foufou. Et on a fait le foufou, la nièce a amené, Hérode et Moussel avait les mains, le chef blanc était là. Il était surpris, Moussé lui dit, chef, viens manger, c'est très bon. Donc Moussé est fier d'être congolais. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de vous affirmer comme congolais. De toutes les façons, notre pays a donné au monde des divinités, les grands esprits. Il faut les lire, il faut les exhiber. Des gens comme Moudimbe, vous savez, l'île entre les eaux, c'est le nôtre. Patrice Emery Lumumba, il n'y a pas un Africain qui a autant de rues dans le monde qui porte son nom plus que Lumumba.
C'est seulement chez nous-mêmes que nous ne sommes pas fiers de montrer ce que Lumumba a. J'ai reçu un collègue chercheur botswanais. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Et ce collègue-là a visité plus de 90 pays au monde. Il me dit, j'ai constaté qu'à Kinshasa, il y a les plus belles femmes du monde. C'est les filles chinoises qui ont une démarche plus que toutes les filles du monde. Bon, mais ça, c'est des choses qui montrent que nous avons vraiment des choses chez nous. Il faut relever la tête, il faut affronter les défis, il faut être vigilant, il ne faut pas courber la tête, il ne faut pas avoir honte. Quatrième prière ou recommandation qui est dans l'hymne national, c'est lorsque le Père de la nation nous appelle peuple ardent. Ici, je l'ai mis à la page 26. Peuple ardent. C'est même suivi de citoyens fièrement. Alors, l'ardeur veut dire quoi? Ça veut dire le feu. Moto. Déjà dans nos traditions, pour savoir que vous êtes vraiment dans un village où les hommes vivent, c'est votre capacité d'allumer le feu. On voit que le foyer est là, donc il y a le feu. Et il y a beaucoup de termes qui montrent que sans le feu, il n'y a rien. Mais le feu, c'est aussi un lieu d'épreuve. C'est un lieu d'initiation. Dans nos traditions, on initie les enfants autour du feu. Le soir, il y a un feu, les anciens viennent rencontrer ce qu'ils ont fait. Un peuple ardent, c'est celui qui sait forger son avenir. C'est celui qui sait initier ses descendants au métier de forgeron. Mais après, aujourd'hui, nous avons des facultés de sciences politiques, de droit, de médecine inutilement peuplées. Nous voulons que nos enfants apprennent à allumer les feux. Nous devons réapprendre les forgerons, des artistes qui savent fabriquer les armes, fabriquer les munitions, allumer le feu jusqu'à un niveau très élevé. Mais, mes chers amis, un feu que personne n'entretient finit par s'éteindre. Quand vous allumez un feu, Lumumba, Kabila, Laurent Désiré ont allumé le feu. Nous devons apprendre à entretenir ces feux. Nous devons apprendre à valoriser ces feux. Un peuple ardent, c'est vraiment celui qui est dans cette civilisation de la métallurgie. On a besoin des agisteurs, des soudeurs, ainsi de suite. Donc, il y a toute une symbolique autour du feu que nous avons sous-estimé. Alors, il y a deux autres éléments. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ça, il y a toute une politique. Et puis, on a fini cette hymne nationale avec 30 juin, jour sacré, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Nous allons léguer à la postérité quel pays? Quel pays? Un pays où même les enfants continuent à s'identifier à des divisions qui n'existent pas depuis leur naissance. Un pays que nous, une génération a trahi. Il faut travailler, il faut retravailler ces éléments-là. Voyez ce que Lumumba et Laurent Désiré Kabila ont fait pour clôturer. Je parle de Lumumba, beaucoup ne savent pas que c'est Lumumba qui a créé l'ANC, l'armée de notre pays que nous avons aujourd'hui. C'est l'œuvre de Lumumba. Avant lui, c'était la force publique coloniale. Des militaires qu'on mettait au service de la colonisation. Mais Lumumba dit, niet, je crée l'armée nationale congolaise. C'est notre armée, notre bouclier. Lumumba a créé la Banque centrale du Congo. Il ne faut pas oublier que toutes les autres colonies, surtout françaises, ont encore jusqu'à aujourd'hui des monnaies coloniales qu'on appelle CFA. Nous aussi, durant la colonisation, on a eu une banque qu'on appelait la Banque centrale du Congo, Rwanda, Burundi. Nous, le Rwanda et le Burundi, on était ensemble. En fait, ces deux pays vivaient sur nos mamelles. C'est nous qui les avons allaités. C'est nous qui les avons donné les petits goudrons qu'ils peuvent avoir chez eux. Et Lumumba, ayant vu les ardeurs de la table ronde économique d'avril 1960,
qui avait fait que toutes les entreprises étaient récupérées, Lumumba a créé la Banque centrale du Congo. Il a valorisé la monnaie congolaise et je peux vous assurer que c'est à cause de cet acte de l'indépendance économique que Lumumba sera abattu de la manière dont il a été abattu. Mais regardez ce que Lumumba a fait comme acte du nationalisme. Quand Lumumba devient Premier ministre, d'abord ils sont allés aux élections. Beaucoup ignorent que lors de ces élections, Lumumba et Kasavubu, tous se battaient pour être Premier ministre. Parce que la constitution de l'époque donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre et le président de la République règne mais ne gouverne pas. Lumumba gagne avec une grande majorité, y compris chez Kasavubu au Mayombe. Lumumba gagne 2 des 3 sièges grâce à son allié de Pesa de Kizenga. Mais Lumumba arrive ici à Kinshasa à l'époque, tous les leaders créaient des partis à connotation tribalo-ethnique. Kasavubu a créé la Bako, l'Alliance de Bakongo, on a créé en Katanga les Konakats et les Balubakats, donc deux tendances là-bas. Au sud Kassai avec Kalonji. Il a eu aussi le MNC Kalonji qui sera éthique de lettrés. Donc il y aura toutes ces choses, même Pesa dans le Kwilu, c'est une affaire de leader du Kwilu. Lumumba a la particularité d'avoir créé le MNC. C'est lui qui vient dire on crée un mouvement de toute la République. D'ailleurs, il voudra même créer un mouvement de toute l'Afrique. C'est donc un leader nationaliste. Et quand Lumumba crée son MNC, le siège, son bastion électoral, c'est Stanleyville, Kisangani. Ce n'est pas chez lui au Sankou. Et quand il fuyait, il n'allait pas au Sankou. Il était en train d'aller à Stanleyville. Et quand Lumumba doit fuir, lui qui habitait Kinshasa, qui a organisé la fuite de Lumumba? C'est d'abord Kamita, gouverneur de Kinshasa, originaire du Kwilu. Lumumba est pris en charge à Kinshasa par Kamitatu, par Takizala, Mungulu Diaka, Pierre Moulele. C'est le leader du Kwilu qui permet à Lumumba d'être accepté à Kinshasa, qui est le bastion à la fois du Congo central, Kwilu Kwango. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont l'extraire, qui vont commencer à le faire fuir, mais avec des erreurs stratégiques. Quelle erreur? Et même ils avaient des conflits entre eux. Pierre Moulele et Antoine Gizenga sont tous les deux originaires de Bungui-Diofa, donc les Kwilu frontaliers du Kassai. Mais c'est eux qui avaient étudié. Dans le gouvernement Lumumba, lorsqu'on lui dit de donner 2 personnes, Lumumba demande au PESA, ses alliés, de donner 2. Le PESA donne Pierre Moulele, qui sera ministre de l'Éducation, et Kizenga, qui sera vice-premier ministre. Mais tous les deux sont originaires Bungui-Diofa. Donc, Boulungu, Bagata et Massimanimba ne donnent personne, au point que Takizala reste là-bas. C'est comme ça qu'on prendra Kamitatu de Massimanimba, il deviendra gouverneur de Kinshasa. Au moment de faire fuir Lumumba, quand il fuit, Takizala se plaint. Il dit, Lumumba va passer par Massi, c'est-à-dire chez Kamitatu. Il passera à Bungui-Diofa, chez Moulele et chez Kizenga. Mais chez moi, à Boulungu, pourquoi il ne va pas arriver? Or, Boulungu est à 120 km de Kikwiti. Voilà comment l'erreur politique, ils vont ramener Lumumba à Boulungu, et c'est à partir de Boulungu que Lumumba est accusé. On dit qu'il est ici, et au moment de rentrer, il part. Ça, c'est aussi dans le cadre de la géostratégie qu'on pourrait revenir sur ça. Et puis, le prof Mapanzel a si bien dit, j'y reviens aussi, ne jamais trahir les Congo. C'est ça le testament de M. Laurent Désiré Kabila. Parce que les gens pensent parfois qu'ils trahissent le régime en place. Mais en réalité, ils trahissent
le Congo, donc ils s'auto-trahissent eux-mêmes, ou ils trahissent leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Le disant ainsi, n'explique pas le fait que les politiques, ceux qui gouvernent l'État, surtout les gouvernants, ont la grande responsabilité de construire la cohésion nationale et de donner suffisamment de raisons à la population de rester debout. Mais la préservation de la patrie, de l'unité nationale, c'est notre responsabilité à nous tous, gouvernants et gouvernés. Je vous remercie. Ma question principalement est celle-ci. Si nous sommes aujourd'hui faibles, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à devenir forts? Vous avez donné des éloges, bien donné les différents héritages dont nos différents dirigeants sont passés, leurs sacrifices qui sont faits. Mais apparemment, j'ai senti comme si vous avez zappé le président de notre cabinet. Vous avez cité des Kassavou, Lumumba et tout le monde, à part le professeur qui a dit juste les problèmes de la promulgation du code minier. Donc, le président Joseph Kabila, c'est 18 ans. Il n'a rien fait des bonnes choses qu'on peut retenir comme héritage. La question au professeur Michel. À part cet aspect des conséquences politiques, dont je cite la balkanisation, est-ce qu'il y a-t-il encore un autre aspect qui fait disparaître un État? J'ai reçu une question sur la néocolonisation. D'abord, ce qu'il faut noter, et le professeur Léon Tsamboula dit ici, le travail de l'indépendance est un travail perpétuel. Même les États-Unis d'Amérique continuent à se battre aujourd'hui pour leur indépendance. C'est pourquoi vous voyez le président Donald Trump a un discours souverainiste où il estime que sur le plan économique, les États-Unis d'Amérique ont perdu sur plusieurs terrains et qu'ils doivent encore récupérer leur indépendance. Deuxième élément, c'est aussi la lutte de l'occupation de l'autre est une lutte multifacette, multidimensionnelle, et ça commence d'abord par une occupation de mémoire, les espaces d'écriture, de souvenirs. Et ces espaces d'écriture, de souvenirs ne sont pas que des livres. Ça peut être des monuments, ça peut être des histoires racontées, la manière de raconter les histoires, ainsi de suite. Sur ce point-là, le Congo n'a pas encore suffisamment valorisé les lieux de mémoire, les lieux de souvenirs. Et ça, il le faut. C'est là où on a l'histoire des mémoires, des mémoriams, des musées, des ouvrages, des prix littéraires, ainsi de suite. C'est tout un grand projet. L'esclavagisme a changé de nom et c'est devenu la colonisation. La colonisation a changé de nom, c'est devenu la coopération jusqu'à la mondialisation. Mais en sous-bassement, c'est la même réalité de l'exploitation des Noirs, de l'exploitation du Congolais. Vous pouvez donner ça à n'importe quel nom que vous voulez, mais les autres y mettent suffisamment d'intelligence pour pouvoir gagner. Dans cette lutte-là, nous avons 4 puissances qui jouent un rôle majeur. C'est la puissance du savoir, du pouvoir, du devoir et du vouloir. Je dis le savoir, le vouloir, la volonté politique et tout. Le pouvoir, la capacité de travailler, mais surtout le pouvoir. Je suis convaincu que le savoir précède le pouvoir. Le savoir est plus puissant que le pouvoir. Mais la volonté est au-delà du savoir et au-delà du pouvoir. C'est l'amour de ce que vous faites. Donc il faut investir dans ces éléments. Je me pose la question si j'ai réussi à me faire comprendre. Alors, vous demandez que faire pour être fort et s'en sortir. La réponse que je vais vous donner, c'est la réponse du professeur Elingo Mabinda, qui est professeur à la faculté de lettres ici chez nous, et qui a publié aujourd'hui près de 41 livres
autour des questions de l'éthique et de la socialisation politique. Gomabinda recommande de construire 3 murailles autour du Congo. J'en ajoute un 4e. Je pense que la solution à notre problème, c'est que nous devons avoir le savoir, nous devons avoir le vouloir, nous devons travailler suffisamment et nous devons avoir la volonté de construire 4 murailles. Premier muraille, c'est muraille éthique et de mentalité. Il faut vraiment que le Congo donne suffisamment d'importance au travail de mentalité du Congo. La mentalité dans tous les domaines, renseignement, milieu intellectuel et tout, chez tous nos voisins, plus de la moitié de leur population sont des agents de renseignement. Vous arrivez en Ouganda, vous allez vous faire coiffer les cheveux, le coiffeur garde une partie de vos cheveux parce qu'on va aller vous identifier. Il est agent de service. Deuxième muraille, c'est muraille industrielle et de transformation. Nous devons fournir un effort de devenir capables de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, de transformer et de conserver localement. Si ces terrains-là nous sommes absents, nous importons même le piment aujourd'hui. On écrit made en Thaïlande, piment. Nous importons du riz, nous importons du maïs, alors que le maïs ne fait que 3 mois. Entre le moment où on a planté et le moment où on a récolté. La diversité de climat et la qualité de notre sol permet à la RDC d'avoir 4 récoltes de maïs par an. Donc il nous faut ces murailles industrielles de transformation locale. Troisième muraille, c'est muraille militaire et de renseignement. Vous ne gagnerez pas la guerre avec les armes des autres. La diplomatie et la force de frappe sont les 2 faces d'un même papier. Tu ne gagneras point sur la table de négociation ce que tu n'es pas capable de gagner sur le champ de bataille. Tu ne gagneras pas sur le tapis vert ce que tu n'es pas capable de gagner sur la pelouse. En d'autres termes, nous devons demander à nos enfants, les meilleurs de nos enfants, à rencontrer l'armée, le service de renseignement. Nous devons construire une industrie de production d'armes et de munitions chez nous. Nous avons tout. Le cuivre est là, nous pouvons avoir des flèches, tout, et la capacité de viser. Mais je l'ai dit, il faut qu'on donne à l'armée, à l'enseignement, à la médecine, à l'agronomie, suffisamment de moyens et de valeurs et qu'on puisse réduire la valeur de la politique. Mes chers amis, dans tous les pays développés au monde, ce ne sont pas des pays où les députés nationaux sont les plus grands riches de la République. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un député national ait un salaire 10 fois plus que le salaire d'un médecin, d'un professeur d'université? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'y a plus d'agronomes dans nos villages pour produire la nourriture et nous importons les riz? Ça, c'est notre troisième muraille. Quatrième muraille, c'est notre muraille scientifique, de la recherche scientifique et de l'enseignement, nos structures de socialisation. Mes chers amis, une bonne partie des matières qu'on enseigne aux enfants à l'école primaire sont dépassées. Quand on dit que le débit du fleuve Congo est régulier, c'est faux. Allez demander au professeur Chimanga à l'école de l'eau, il vous dira que c'est dépassé. Quand on dit à nos enfants que la Terre fait deux mouvements, la rotation et la translation, c'est faux. La Terre fait 3 mouvements. Il y a rotation, translation, précession. Et la précession, c'est ça qui fait que la saison sèche l'année passée est peut-être plus longue que celle de cette année. Mais jusqu'à quand continuerons-nous à rester dans des savoirs dépassés et à laisser nos enfants en arrière par rapport aux autres? Les écoles.
les partis politiques, les familles, les ONG ne doivent être des électrons libres. On ne peut pas être dans une république où on a autant d'églises et chaque pasteur raconte ce qu'il fait. L'État devrait être capable de donner une ligne de conduite patriotique. Chaque église le dimanche devrait avoir 5 minutes pour parler de l'État. Parler de Lumumba, de Kimbangu, de notre cohésion nationale. Parce que les Congolais aujourd'hui n'ont appris à créer que les églises, les partis politiques et les ONG. Et encore que ces ONG sont financées par l'étranger, ils sont devenus des pouvoirs de l'infiltration contre la République. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme solution en empruntant au professeur Elingo Mabinda un certain nombre de éléments. Joël Chimanga, sommes-nous réellement indépendants? Il dit qu'on nous attaque parce qu'ils sont forts par rapport à nous. Mais ils sont forts parce que l'État congolais fonctionne comme une personne qui refuse d'utiliser ses cerveaux. Tout être humain qui refuse d'utiliser son cerveau, quels sont les cerveaux de l'État? L'État a 2 cerveaux, l'université et le service de renseignement. Le service de renseignement produit le savoir fermé, l'université produit le savoir ouvert. Alors, il faut que l'État valorise ces 2 cerveaux et accepte d'utiliser ces cerveaux. Mais maintenant, nous sommes dans un pays où les gens taxent les gens. Celui-là est proche de tel parti, de tel parti. Celui qui n'est pas dans un parti politique, on le place à les oubliettes de l'histoire. Et pourtant, nous sommes unis par les sons. Si cette république se noie un jour, il n'y aura pas quelqu'un du pouvoir de la majorité. Nous tous, nous serons sous la terre ou sous l'eau. Donc, nous sommes aussi unis par le destin. Et nous devons travailler ensemble. L'État doit donner beaucoup de moyens par rapport à ça. Mais, méfiez-vous, mes amis. Le Congo doit se préparer à une guerre perpétuelle. La guerre ne doit pas être quelque chose que vous devrez envisager d'oublier. Et c'est ça le problème que les Congolais ont. On vient de passer ici 30 ans. Depuis 1914, non, 1994, nous sommes en 2025, ça fait 31 ans que nous sommes en guerre. Mais pourquoi est-ce que cette guerre ne prend pas fin? C'est ça la plus triste question qui est posée. C'est parce que les Congolais veulent que la guerre prenne fin. Les Congolais ont passé 30 ans en train de courir derrière la recherche de la paix onisienne. Mes amis, on ne vous laissera jamais en paix. Vous devrez le savoir. Donc, la RDC doit éviter de chercher la paix. La RDC doit chercher la puissance. Nous devons être puissants. Qui si a moto, ezali moto. Et l'hymne national nous appelle peuple ardent. Un peuple à moto. Un feu que personne n'entretient finit par s'éteindre. Avons-nous allumé notre feu? Comment faisons-nous pour entretenir notre feu? Le Congo est perçu à l'étranger et je suis géopolitologue. Je rencontre énormément de géopolitologues là où je vais dans des conférences. Tous mes amis des pays étrangers disent que le Congo est une injustice de Dieu. Ils disent que Dieu a été injuste envers eux. Vous arrivez le long de la frontière entre nous et d'autres pays, nous avons les quotas, tout se limite à la frontière. Le pétrole se limite à notre frontière. Dieu nous a trop donné. Nous sommes le pays qui a tout et qui pensons qu'on peut nous laisser en paix. Non, les autres viendront chercher chez vous l'eau. Parce qu'ils n'ont pas l'eau chez eux, ils sont dans les déserts, les pays du bassin du Tchad. C'est ça qui explique les Mororo qui viennent en masse là-bas. Vous savez, même ce qu'on ne savait pas être richesse, quand le monde a commencé l'économie de la pollution, c'est nous qui avions le cobalt, le cuivre et l'uranium. Le monde veut traverser vers l'économie verte, c'est nous qui avons le lithium, le niobium, le coltan. Donc, même les richesses des siècles à venir sont chez nous. Conséquence, les autres
auront toujours tendance à venir chez nous. C'est à nous d'être forts, puissants, pour les empêcher de ne plus venir chez nous. Alors l'assistant Freddy vous posait la question sur le président Joseph Kabila. Moi, je voudrais dire d'abord ceci. Un héros, monsieur l'étudiant, le mot héros s'écrit avec H et accent R-O-E-Z et S à la fin. On n'accorde jamais. On ne dit jamais les héros. J'ai entendu dire les héros nationaux. Non. C'est les héros. Héros, c'est comme les haricots. Ça va? Sinon, si vous dites les héros, vous voyez que ça devient un problème. Les héros nationaux. Les héros ne sont pas des saints. Les héros ne sont pas des saints. Ils peuvent avoir l'air défauts. Ce sont des êtres humains. Mais ils ont des actes où ils ont posé de la résilience et chaque pays se fabrique ses héros. Nous en avons Mamadou Ndala, Papa Simon Kimbangu, M. Laurent Désiré Kabila, ainsi de suite. C'est le peuple qui regarde le côté positif des héros. Lisez l'histoire de la Chine. Mao Tse-tung a fait tuer les Chinois. Mais c'est lui qui a construit la puissance de la Chine aujourd'hui. Il a fait tout ce qu'il a fait, un pouvoir fort. Mais un pouvoir fort pour le bien de la communauté. La démocratie n'est qu'un régime politique. Et aucun pays au monde ne s'est développé grâce à la démocratie. On se comprend? Aucun pays au monde ne s'est développé par la démocratie. L'Europe, ça a été des guerres, des pouvoirs forts. Et lorsque les choses étaient sur les rails, les droits de l'homme sont venus, la démocratie est venue, ainsi de suite. Mais la démocratie, c'est la folie. C'est n'importe qui veut se prononcer sur n'importe quoi. N'importe quel pour nous, la tue, on te dit qu'on ne le tue pas lui, parce qu'il y a les droits de l'homme. C'est le piège de la démocratie. Et là, moi, j'ai toujours dit, le pauvre pensée l'a bien fait. Le président Joseph Kabila a donné à ce pays une cohésion nationale. Il a donné, moi je retiens ses avantages, la première passation pacifique et civilisée au pouvoir. N'oubliez pas, nous étions habitués que chaque fois nos présidents meurent, ou bien Kangaye. Mais cette fois-ci, il y a eu deux présidents, un entrant et un sortant. Et le président Félix Tshisekedi a dit un jour sur ton Congo, je regrette la rupture de la coalition FCC-CACH. Je pense aussi bien du côté du FCC que du côté du CACH, il y a eu des caciques qui ont joué un mauvais rôle pour opposer ces deux présidents qui étaient en train de réécrire notre histoire. Mais je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mon cher ami, la question de la justice sociale, chez nous, c'est aussi la question de l'Ubuntu, les valeurs traditionnelles, l'humanisme panafricain. Il n'y a pas un continent au monde qui maîtrise l'Ubuntu. Ici, chez nous, on a deux professeurs, Henri Movasakani de RI et le professeur Prince Kaouma, qui ont produit des œuvres autour de l'Ubuntu, les valeurs, la résilience, la solidarité africaine. Ça nous a manqué jusqu'aujourd'hui. Joseph Motonga, vous parlez des gens qui vont ailleurs, qui veulent quitter les pays. Mais je vous dis que c'est l'erreur à ne jamais commettre. Moi, j'ai des exemples que je peux vous donner. Autour des années 2008 à 2015, beaucoup de nos profs ici qui finissaient les thèses battaient en Europe. La tendance majoritaire aujourd'hui est que la majorité sont en train de rentrer au pays. Et quand ils retournent au pays, ils trouvent que ceux qui étaient restés au pays sont tous devenus des propriétaires de parcelles, ils sont chez eux. C'est-à-dire qu'au Congo, d'ailleurs, vous voyez combien sont des expatriés qui viennent s'enrichir ici? Combien sont des Chinois ici? Ils sont dans nos fermes, dans nos villages. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons plus rentrer dans nos villages. Refaites le mariage avec vos villages. Il n'y a pas de sorciers au village. Allez de temps en temps au village, faites les champs et vous deviendrez riches. Il y en a qui se sont enrichis ici. Les Libanais, les Indiens, les tout qui viennent ici,
s'enrichissent ici. Et là-bas, vous irez visiter et vous vous rendrez compte qu'en Europe, chaque famille a presque un arriéré mental d'enfant. Parce qu'il n'y a pas de critères de sociabilité que nous avons ici. Mais regardez aussi le diaspora qui reviennent comme conseillers politiques. C'est des gens qui étaient partis. Et en majorité, tous reviennent pour chercher le travail ici au pays.